Guillaume Andreu, enseignante et conférencière dans le domaine du développement humain et accompagnant du changement psychocomportemental et spécialiste en PNL, hypnose, pleine conscience et neurosciences appliquées. Sa conférence s'intitule « La voie professionnelle de réalisation de soi ». Connaître, conscientiser et transformer ce qui limite la création de la réalité dont vous rêvez. Trouver la bonne voie professionnelle est un chemin initiatique en soi, qui peut être tout aussi spirituel que d'autres types de cheminement. Pour s'incarner pleinement, accomplir sa destinée profonde, et y trouvons le sens des contributions chères à notre âme et conscience. C'est le sujet de la conférence de Guillaume Andreu. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver à l'occasion de ce sommet de la conscience initié par Anas Andreas. Je suis ravi d'être avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Guillaume Andreu et je vais aujourd'hui vous parler de la voie professionnelle de réalisation de soi, puisque finalement cette voie professionnelle peut être une voie d'initiation pour aller réaliser ce que l'on est véritablement au fond de soi, pour rayonner sa lumière, pour être quelqu'un qui contribue et qui est dans une dynamique de réalisation et d'accomplissement de son dharma selon la tradition hindouiste. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de ce thème de la réalisation de soi et je vais définir un certain nombre de termes pour vous permettre d'avoir une meilleure compréhension, puisque quand on connaît mieux les principes, quand on se connaît mieux à travers aussi les explications, on a une meilleure compréhension. On peut aussi ensuite avoir des prises de conscience, conscientiser des choses sur ses modes de fonctionnement, sur ses schémas, sur ses systèmes de croyances, sur sa vision du monde. Et ça nous donne ensuite la possibilité de transformer des choses pour ensuite pouvoir les consolider dans le temps par l'expérience. Donc, pourquoi je vous parle de cette voie professionnelle? Parce que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, il y a effectivement parfois un rejet de ce système de la vie, du travail, de la vie professionnelle. Et il y a parfois aussi pour certains une fuite vers les mondes plus éthérés, plus spirituels, de façon à se déconnecter un petit peu de cette réalité physique, de cette réalité matérielle, de cette réalité économique qui parfois est mal vécue par certaines personnes. Alors, ce qui est intéressant, et moi ce que j'ai envie de faire dans cette conférence, c'est justement de vous réconcilier avec les différents aspects de vous qui sont souvent, ou parfois en tout cas, en conflit interne, et qui crée de la division à l'intérieur de vous et qui va faire que vous allez avancer avec parfois des incohérences, parfois des conflits. Et si ces conflits sont à l'intérieur de vous, il y a de fortes chances que ça se retrouve aussi à l'extérieur de vous, dans votre réalité, dans votre vie, dans vos relations, etc. Donc je vais vous donner un certain nombre d'éléments pour mieux comprendre comment vous fonctionnez et pour ouvrir, éclairer votre esprit et votre conscience peut-être sur d'autres champs possibles dans votre réalisation de vie. La réalisation de soi, c'est un des besoins fondamentaux qui a été découvert par Abraham Maslow, donc un grand psychologue du siècle dernier, considéré comme un des plus grands psychologues du siècle dernier, qui a étudié l'humain en allant plutôt regarder du côté de ce qui fonctionne bien chez l'humain, c'est-à-dire, en gros, quand un être humain se sent épanoui, accompli, qu'il est bien dans ses relations, qu'il est bien dans son travail, qu'il réalise des choses, qu'il a une raison d'être, qu'il a du sens à sa vie, qu'il a du succès, de la réussite, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui? Comment il fonctionne pour en arriver là? Puisqu'à l'époque, la psychologie avait plutôt tendance à étudier la psychologie humaine sous l'angle de qu'est-ce qui cloche? C'est-à-dire, en gros, quelles sont les névroses, quelles sont les psychoses et comment on peut découvrir ce qui met les gens en difficulté dans leur psychologie. Alors, je vais vous donner un petit peu quelques éléments. Abraham Maslow parlait d'un certain nombre de besoins qui sont importants pour nous de satisfaire. Alors en effet, dans notre fonction psychologique, quand on arrive au monde, on a tout de suite un rapport à l'autre, un rapport à l'environnement, et tout de suite, la première chose qui se passe, ou une des premières choses qui se passe à l'intérieur de nous, c'est cette prise de conscience que l'on est un individu, un être qui a besoin de l'environnement pour pouvoir exister. Et parfois cet environnement, il peut nous paraître sécurisant, on est dans une niche sensorielle très agréable, on a tout ce qu'il faut, tous nos besoins sont satisfaits et c'est super parce que du coup, on grandit, on évolue dans un bon équilibre. Et puis parfois, on peut constater dans l'éducation et dans nos rapports avec notre environnement
qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas vraiment bien. Comme la fonction de notre ego, c'est de nous individuer, c'est-à-dire de faire de nous un individu, de faire de nous une personne à part entière, séparée du reste du monde. Hein, c'est cette fonction psychologique qui consiste à nous donner le sentiment que l'on est un être séparé du reste du monde. Et donc, effectivement, il y a une part de vrai là-dedans, mais il y a aussi une part de faux. Parce qu'effectivement, physiquement parlant, on peut avoir le sentiment d'être séparé du reste du monde. Bien qu'on respire le même air, bien que tout ce qui est dans notre corps se passe dans notre corps, se transforme, repart dans la nature. Donc on a un lien en fait, en réalité, physique, énergétique, physiologique. Tout ça, c'est en lien avec le monde qui nous entoure. Et on n'est pas vraiment véritablement séparé, mais c'est une impression que l'on a d'être une unité autonome, séparée du reste du monde. Et parfois, le monde peut nous paraître un petit peu insécurisant. C'est-à-dire qu'on peut se dire, je vais peut-être pas avoir toutes les ressources qu'il faut pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir exister, pour pouvoir respirer, pour pouvoir... Et parfois, on peut se sentir dans certains moments de notre vie comme en survie. C'est-à-dire, je ne sais pas si je vais arriver à survivre, peut-être j'ai peur de la mort, peur d'un certain nombre de choses. Donc là, je me retrouve avec ce besoin qui va me motiver à survivre. C'est-à-dire, j'ai un besoin à satisfaire en termes de survie, et ça va être un moteur pour moi, pour faire un certain nombre de choses pour mon intégrité physique, pour que je puisse survivre. Donc ça, c'est, on va dire, un des premiers niveaux de besoin. Et évidemment, l'ego va s'emparer de cette fonction-là, puisque l'idée, c'est qu'il continue de vivre. C'est la peur de mourir. On a aussi en nous, évidemment, un autre niveau d'existence, plus subtil, plus énergétique, plus dans l'âme, la conscience, l'esprit, quelque chose que certains vont dire être spirituel, vont dire être divin. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fait partie effectivement aussi de nous, mais auquel l'ego, parfois, a du mal à s'identifier. C'est-à-dire, en gros, votre ego, lui, il utilise les sens du corps, enfin votre mental, votre esprit, votre psychologie, utilise les sens du corps, donc les 5 sens matériels, pour définir qui on est et la nature de la réalité qui nous entoure. Et cette réalité spirituelle, cette réalité divine qui nous compose, en essence, en conscience, elle n'est pas tout à fait palpable. On ne peut pas vraiment la prouver. Donc il y a certaines personnes qui vont être dans des croyances très matérialistes et dire non, tout ça, ça n'existe pas. Notre conscience n'est que le produit de notre cerveau. Et d'autres vont dire si, il y a quelque chose au-delà. Alors l'idée de la réalisation de soi, que ce soit à travers les différentes méthodes psychologiques, les différentes théories philosophiques, ou même spirituelles, comme le bouddhisme ou l'hindouisme, ou religieuses, en fait, sont dans l'idée que nous ne sommes pas notre personne, notre personnage, ce qu'a construit notre ego, d'une certaine façon, avec notre mental, avec notre réflexion sur le monde, sur nous-mêmes, n'est pas ce que nous sommes réellement, fondamentalement. Alors moi, j'ai découvert ça, ou en tout cas, j'ai eu cette révélation lors d'un travail initiatique assez profond, dans lequel j'ai pris conscience, effectivement, qu'il y avait cette forme de lumière, qu'il y avait cette forme de réalité divine à l'intérieur de moi, que le divin n'était pas quelque chose séparé de moi, quelque chose à l'extérieur, comme un dieu ou des dieux qui sont là et qui, eux, sont de nature divine, et que nous sommes des créatures de nature physique, matérielle. Et donc, ça a été une grande révolution pour moi dans mon esprit, parce que d'un coup, je me suis dit, mais oui, tu participes à cette création, tu es aussi en partie créateur, tu es créé, mais tu es aussi en partie créateur. Et par quoi je suis créé ? Je suis créé par ce qu'on appelle le soi. Soi, c'est cette dimension supérieure de qui nous sommes, mais qui n'est pas moi. Le moi-je, qui est l'ego. Moi, je, Guillaume, je fais ci, je fais ça, etc. etc. Et quand j'ai pris conscience qu'il y avait toute une dimension inconsciente dans le côté même collectif des choses, et auquel j'étais relié, alors je me suis rendu compte que j'avais beaucoup tendance à être dans une mécanique de survie avec le monde. Donc, survie ne veut pas dire vie sûre. C'est-à-dire que je peux me retrouver à être inquiet de qui je vais devenir, de ce que je vais réussir à faire ou pas dans ma vie, de ce que je vais réaliser. Est-ce que les autres vont m'aimer ? Est-ce que je vais être comme il faut ? Est-ce que je vais être accepté ? Est-ce que je vais être rejeté ? Est-ce que je vais être abandonné ? Est-ce que je vais être humilié ? Est-ce que je vais subir des injustices ?
Est-ce que je vais être trahi? Vous savez, toutes ces blessures-là, qui sont des blessures au fond de l'ego. Quand je dis de l'ego, c'est que ça touche l'âme. L'âme qui ressent, l'âme qui nous anime, ce qui est le ressenti, ce qui nous met en vie. D'accord? Mais c'est surtout l'ego qui se sent blessé par tous ces phénomènes-là. Parce qu'il s'approprie, il s'identifie à ces choses qui sont vécues avec le monde extérieur. Plutôt que d'avoir le sentiment d'être et de faire partie et d'être le monde aussi extérieur, il a le sentiment d'être quelque chose de séparé et donc de devoir survivre. Mais une fois qu'il arrive à survivre, une fois que le corps est en sécurité, une fois que j'ai mangé, que j'ai bu, que j'ai réussi à avoir un certain confort, j'ai besoin de me rassurer et de me sécuriser sur le fait que ça va durer. Donc derrière, je vais avoir ce besoin de sécurisation, de réassurance, de confiance qui va émerger. Et donc ça, c'est également un besoin qui va motiver des choses dans ma psychologie et dans ma façon d'être au monde et de faire des choses. Puis ensuite, il va y avoir un besoin de reconnaissance, comme quoi j'existe. C'est un besoin existentiel de, effectivement, je suis bien quelqu'un qui est là. Par exemple, dans une famille, imaginez, vous avez plusieurs enfants. Chaque enfant, effectivement, a une attention de ses parents, on le nourrit, on prend soin de lui, il existe. Donc ça, c'est un niveau, on va dire, qui est un niveau de « je suis là, je suis présent, je ne suis pas rejeté, je ne suis pas abandonné, tout va bien, je ressens une forme de reconnaissance ». Mais il va aussi y avoir le niveau d'estime qui va arriver derrière. C'est-à-dire qu'une fois que je suis là et que je sais que j'existe dans un groupe, par exemple, je vais avoir besoin d'un coup de ressentir que j'ai une valeur particulière aux yeux de ce groupe. Que je suis quelqu'un qui a une valeur par rapport à qui je suis ou par rapport à ce que je fais, par rapport à cette communauté de personnes, à cette société, à cette entreprise, etc., etc. Et donc, je vais rechercher cette estime. Et souvent, dans le regard des autres, je vais aller essayer de savoir si je suis la bonne personne, si je suis apprécié. Et ça, c'est la fonction de l'ego, qui cherche à savoir est-ce que je suis apprécié, est-ce que je suis aimé, est-ce que je suis correct pour l'environnement, etc., etc. Si l'ego constate que je ne suis pas correct pour l'environnement, si dans l'environnement dans lequel j'évolue, on me considère comme un gland, peut-être parce que justement, je me prends aussi pour un gland d'une certaine façon. Ce qui est intéressant, c'est que je peux me prendre pour un gland, ou je peux être considéré comme un gland par l'environnement, mais à l'intérieur du gland, il y a le potentiel du chêne. Si je vais dans le bon environnement, que je pousse, que je me cultive et que je grandis dans le bon environnement, le gland que je suis peut devenir un chêne majestueux. Et donc ça, c'est cette idée-là de la réalisation de soi, c'est-à-dire réaliser, auto-actualiser l'ensemble de ses potentialités. Mais l'ensemble de ses potentialités, pour l'ego, qui est dans un schéma de dualité, c'est automatiquement préférer des aspects de soi. C'est-à-dire, je préfère être la personne qui est aimée parce qu'elle est correcte, qu'elle est conforme, qu'elle fait bien les choses, qu'elle est parfaite. Je préfère être la personne qui est aimée parce qu'elle est gentille. Je préfère être la personne qui est aimée parce qu'elle réussit. Je préfère être aimé ou je sens que c'est mieux d'être aimé parce que je suis quelqu'un qui se différencie, qui a une nature spécifique, particulière et qui est reconnu pour sa spécificité. Ou alors, j'ai besoin de sentir que je suis aimé et reconnu pour mon intelligence, pour ma compréhension des choses, pour ma capacité à approfondir les choses. Ou j'ai besoin d'être reconnu pour quelqu'un sur qui on peut compter, à qui on peut avoir confiance, qui a confiance en lui, qui est loyal, etc., etc. Ou alors j'ai envie d'être reconnu parce que je suis quelqu'un qui fait rire, qui est drôle, qui est léger, qui amène du positif dans la vie des gens, etc. Ou alors je peux avoir envie aussi d'être reconnu pour le fait d'être quelqu'un de fiable, de vrai, de direct, de juste, qui fait la justice, qui est un chef, par exemple, qui est un leader charismatique, etc. Ou alors quelqu'un qui est dans l'harmonie, dans la paix, dans la conciliation. Voilà. Bref, il peut y avoir, et là je vous ai énuméré un certain nombre de typologies de personnalités qui sont décrites par l'énéagramme. Ce sont des besoins et ce sont des choses auxquelles l'ego a besoin de s'identifier pour se sentir être quelqu'un de bien, de correct. Et tout ce qui n'est pas ce qu'il estime être bien et correct, ou ce qui est estimé par son environnement comme étant bien et correct, il va le mettre dans l'ombre de la personnalité. Il va créer de l'ombre. À vouloir être
très en lumière d'un côté, hein, si je prends ma main comme ça, à vouloir avoir beaucoup de lumière d'un côté, automatiquement, je crée par contraste de l'ombre de l'autre côté. Donc il y a peut-être des choses dans notre personnalité qui vont être mises de côté parce qu'on va estimer qu'elles ne sont pas bien, qu'elles ne sont pas aimables, qu'elles ne sont pas correctes. Et donc, on va créer cette part d'ombre, on va se diviser intérieurement, ce qu'on appelle la diabolisation. On va diaboliser des parts de nous, donc se diviser intérieurement. Et on va avoir envie d'être d'une certaine façon, mais pas d'une autre façon. Le truc, c'est que quand on se coupe de ces parts de nous qui n'ont pas grandi, qui ne sont pas évoluées, qui ne sont pas correctes, je sais pas, qui se mettent trop en colère, qui sont trop égoïstes, qui sont trop avides de choses, qui sont trop dans la tristesse, qui sont trop faibles, qui sont trop sans valeur, enfin bref. Si jamais je les juge, je les critique, ou alors que même je suis dans le déni d'avoir ces aspects dans ma personnalité, je me coupe du potentiel de les faire grandir et de pouvoir être quelqu'un de plus intégré, de plus complet avec toutes les facettes de moi-même. C'est-à-dire, je vais plutôt ne pas aimer ça parce que j'aimerais que les gens me voient sous cet angle-là. Donc on a tous ça. Par exemple, il y a aussi des gens qui, dans leur ego, se trouvent spirituels. C'est-à-dire, c'est l'ego qui va s'identifier aux valeurs spirituelles qui sont des valeurs de connexion à la vie, dans un système un peu océanique où on se dit « Ok, en fait, je ne suis pas moi, je suis relié à l'ensemble, on fait tous un, etc. etc. » Donc ça, c'est un petit peu l'idée de la spiritualité qui, pour certains, s'oppose à l'idée du moi physique, réalisé, incarné, et qui, du coup, devient un individu et serait genre individualiste dans son développement personnel à ne pas se préoccuper de l'environnement. Tout ça, ce sont des façons de voir les choses qui s'opposent un petit peu, alors qu'on pourrait les réconcilier. On peut être un être à la fois psychologique, à la fois incarné, à la fois dans une réalité physique, dans une réalité économique, dans un désir de réalisation, et en même temps être connecté au sensible, au subtil, à l'ensemble des choses qui nous entourent. Et c'est justement ce que la prière de Jésus préconisait dans le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre potentiel, hein, c'est notre potentiel qui s'incarne, qui se réalise. Et ce qu'il appelait notre Père, ce qu'il appelait mon Père, c'était son soi supérieur. Donc, ce soi supérieur qui est relié au tout, à la source de création. Donc, l'idée, c'est que peut-être notre raison d'être sur cette planète, peut-être, c'est une proposition que je vous fais, est justement d'incarner notre dimension spirituelle et de le faire dans les conditions matérielles, économiques, écologiques, dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui sur cette planète au niveau de l'humanité. Donc de ne pas forcément être dans une posture de rejet, de combattre ce qui ne va pas, mais plutôt être dans une posture, au contraire, d'observer, de regarder la réalité et de se demander qu'est-ce que moi je viens faire ici ? Ou qu'est-ce que j'ai envie de faire sur cette planète pour aider cette planète, pour aider ce monde, pour ma vie, pour les gens qui m'entourent, et qui soit pour moi le plus cohérent possible, qui ait le plus de sens possible, de façon à ce que je puisse avoir le sentiment que je suis utile et que je me réalise. Donc là, on n'est plus dans une notion de dharma. Hein, le dharma, c'est cette idée qu'on a une nature divine, une nature supérieure qui cherche à se réaliser concrètement dans la vie matérielle, dans la vie relationnelle, que ce soit pas que par la partie professionnelle ou par l'activité qu'on choisit. Ça peut être une activité de don, de contribuer à des associations, etc. Ou ça peut être une activité lucrative. D'ailleurs, à ce propos, moi, j'étais justement dans ce cheminement, dans cette quête existentielle quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire, je cherchais à savoir qui j'étais, pourquoi j'étais là. J'étais plutôt complexé, pas bien dans ma vie, pas bien dans mon corps. Je me demandais si j'étais vraiment doué ou si j'allais faire quelque chose de ma vie. Et je me suis orienté dans un premier temps sur les arts appliqués et sur le design industriel en pensant que c'était ma voie de réalisation. Puis, arrivé à la fin de mes études, j'ai commencé à douter que c'était la bonne voie de réalisation pour moi. J'ai échoué un petit peu dans ma vocation de designer
Et je me suis rabattu sur une voie de garage pour pouvoir avoir un travail qui m'apporte une forme de sécurité. Je parlais tout à l'heure des niveaux, hein, de sécurité financière qui subviennent à mes besoins de survie physique, mais aussi de sécurité relationnelle, d'appartenir à un groupe, d'être reconnu. Mais ça, ce n'était pas quelque chose qui était vraiment en accord avec mes valeurs. Et donc j'ai fait ça un certain temps. Et puis au bout d'un certain temps, je me suis senti en désaccord, en mon âme et conscience, avec mon système de valeurs. Et je me suis dit, mais Guillaume, tu ne peux pas te lever le matin juste pour aller vendre des téléphones, des sites internet ou des choses comme ça à des gens et remplir ton compte en banque et puis c'est tout, ta vie consiste en ça. Je sentais au fond de moi un appel plus important, plus élevé que ça. Et à travers des discussions très existentielles sur la psychologie, sur la philosophie que j'avais par moi-même, puisque je n'avais jamais lu un livre, il y a un ami un jour qui m'a proposé de lire un premier livre qui était La prophétie des Andes et qui m'a permis de découvrir le monde du développement personnel et du développement spirituel par cette petite porte-là. Et à partir de là, à partir de l'âge d'à peu près 25 ans, aujourd'hui j'en ai 50, donc ça fait 25 ans que j'ai entamé ce travail, j'ai cherché à comprendre qui j'étais, ce que je faisais là, la nature humaine, la nature du monde, la nature de la vie, le sens de la vie, etc. etc. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, il n'y avait pas un sens général, il n'y a pas une nature générale. Il y a autant d'êtres, de différences qu'il y a de cerveau pour construire des réalités différentes. Et je me suis dit, si tu veux être au monde, l'idée c'est que tu construises ta réalité dans ce monde. Tu construises ton propre monde, ta propre réalité en lien avec les autres. Et à ce moment-là, je me suis dit, si je prends cette responsabilité de créer cette réalité, plutôt que de me conformer à la réalité qui m'est proposée et par le monde extérieur, bah, qui je vais pouvoir devenir? Et j'ai eu peur de me planter, j'ai eu peur de me dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire quoi là? Tu ferais mieux de rester dans les clous, conforme à ce que les autres te proposent, plutôt que d'avoir l'audace de vouloir t'émanciper, devenir quelqu'un d'autre, etc. Moi, ce qui m'intéressait, à un moment donné, ce que je me suis dit, c'est si tu peux combiner à la fois la nécessité de gagner de l'argent, de travailler, d'avoir un salaire, avec cette autre nécessité intérieure, cet autre désir, cette autre aspiration à être quelqu'un qui apporte quelque chose dans ce monde, qui assouvit, qui satisfait ses valeurs d'altruisme, d'empathie, etc., etc., alors peut-être que tu peux trouver un combo qui te permette de sentir un équilibre. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, et si je faisais 50-50 ? Plutôt que d'avoir un job de vendeur dans lequel je ne me sens pas en cohérence, je ne me sens pas aligné, je ne sens pas que ça a du sens pour moi. Et puis après, le dimanche ou le week-end, aller dans une association, histoire de racheter un peu mon honneur, ma conscience, et d'avoir la conscience tranquille et de me dire j'ai fait ma BA en faisant ça, pourquoi pas, hein, ça peut être un choix. Mais moi, ça ne me paraissait pas suffisamment cohérent. Donc je me suis dit, si tu te crées une activité qui te permette de pouvoir être dans ton système de valeurs, donner un sens à ta vie et en même temps répondre aux contingences, aux exigences, aux contraintes que la vie matérielle et la vie dans ce monde et dans cette société t'imposent, c'est-à-dire en gros travailler, faire de la communication et en même temps transmettre, donner de la valeur aux gens pour les aider à se développer. Et c'est comme ça que j'ai eu cette envie de faire ce métier d'accompagnement au changement humain, au développement humain et à la réalisation des personnes. Parce que je me suis dit, si chacun de nous arrive à se mettre en paix avec lui-même, à se sentir une place, à se sentir bien, à sentir qu'il est dans son rayonnement, qu'il est traversé par ce potentiel supérieur et qui guide un peu ses pas, qui lui permet de créer une réalité qui soit acceptable, qui soit juste, etc. Alors, dans ce cas-là, je vais sentir que je suis vraiment en train de me réaliser par rapport à mon système de croyance et à mon système et à ma vision du monde matériel, ma vision du monde spirituel. On a chacun une vision du monde matériel, spirituel qui est différente. Et ce que je vous invite à faire, c'est à vous mettre en cohérence avec ce système de croyance. Pas forcément un système de croyance qui est plus vrai ou qui est plus juste qu'un autre. Ce qui est important, c'est que si vous avez un système de croyance, vous arriviez à vous mettre en accord, en alignement avec, et que vous sentiez qu'il y a une cohérence dans votre mode de fonctionnement entre ce que vous ressentez profondément, vos aspirations, les choix que vous faites, la responsabilité que vous prenez, l'autonomie que vous pouvez avoir,
et je vais revenir sur cette notion d'autonomie, et le lien que vous créez, la relation que vous créez avec le monde pour pouvoir y vivre, contribuer, apporter quelque chose qui a de la valeur. Et là, on est dans cette notion de dharma, c'est-à-dire d'accomplir sa destinée, une raison d'être, pour lequel on a un potentiel à l'intérieur. Je parlais tout à l'heure du gland. Le gland a le potentiel de devenir un chêne. Faut-il encore qu'il trouve le terrain dans lequel aller se mettre, qui soit suffisamment nourrissant, qui puisse suffisamment le cultiver, le nourrir, pour que ce gland se transforme en une plante qui pousse, qui évolue, qui s'élève et qui devient un chêne. Pour vous, c'est la même chose. Vous avez cette capacité. Moi, à l'époque, j'avais l'impression d'être une orchidée dans un champ de chardon quand j'étais dans le milieu de la vente. J'étais dans la grande distribution. Je me disais, oulala, mais c'est dur, les égos se confrontent, il n'y a pas beaucoup de respect, il y a de la domination, il y a de la manipulation, et des tas de trucs qui ne me convenaient pas. Après, j'ai compris aussi que c'était important que ces choses que je voyais chez les autres, je les reconnaisse en moi aussi. Les aspects de manipulation, les aspects de domination, les aspects de superficialité, de voracité, d'appétit, d'attente, de dépendance. Tous ces aspects que je voyais à l'intérieur de moi qui me dérangeaient, à un moment donné, dans ce cheminement spirituel, je me suis rendu compte que c'était important aussi que je reconnaisse que je suis aussi porteur de ces choses-là. Et que j'apprenne à les intégrer, à les réintégrer, à les aimer, à les accepter, pour éviter qu'elles essayent de me dominer ou qu'elles essayent de me manipuler sournoisement, de façon inconsciente, et qu'elles orientent mes pensées, ma façon de fonctionner, par le truchement de mon ego. Donc je reviens sur cette idée d'ego, où l'ego, pour être quelqu'un de bien, construit par contraste une dimension de soi, des aspects de soi qui sont des aspects diabolisés, rejetés, considérés comme monstrueux, et qui sont d'ailleurs souvent niés par l'ego. Non, non, je ne suis pas cette personne, je ne suis pas comme ça, etc. Et en fait, lui, ce qu'il cherche, c'est un idéal. Il rêve d'être la bonne personne qui sera aimée, admirée, considérée, et qui va pouvoir satisfaire tous ses niveaux de besoins. Survie, sécurité, assurance, confiance, estime, reconnaissance, et ensuite réalisation. Réalisation, justement, dans un projet qui est porteur de sens, dans le fait de déterminer un but à sa vie et de se missionner pour réaliser ce but dans sa vie. Ça, c'est Carl Gustav Jung qui parlait de cette idée de l'ombre, de l'ego, du moi, qui je suis, du soi supérieur. Mais c'est aussi Viktor Frankl qui a été dans les camps de concentration et qui a traversé ces camps de concentration toujours avec cette idée de conserver le fait qu'il donnait un sens à sa vie aussi à travers cette expérience douloureuse et aussi à travers cette expérience compliquée de souffrance et qui pouvait en faire quelque chose. Donc il a écrit son premier livre dans les camps de concentration sur le sens de la vie, le sens à donner à sa vie comme étant un process psychologique qui peut permettre d'éviter de vivre la souffrance. Pourquoi ? Parce que souvent, la plupart des souffrances que vous ressentez sont des souffrances qui sont en lien avec le non-sens qu'il peut y avoir ou le manque de cohérence qu'il peut y avoir dans votre existence. Alors, souvent, on se dit « oui, mais c'est lié à mes blessures d'enfance, c'est parce que j'ai eu un environnement qui a été difficile avec moi, etc. » On se sent un peu victime des circonstances de notre vie et du coup, on a tendance à se culpabiliser ou à culpabiliser le monde extérieur et à se couper culpabilité, à se couper de notre habilité à réagir et à être au monde. Donc, dans cette conférence, que je voulais, c'était vous donner ce petit switch par rapport à ces différents niveaux qui vous animent, puisque ce sont des besoins que vous cherchez à satisfaire au quotidien dans plein de situations, qui sont donc la recherche, l'idée de survivre. Quand vous dites par exemple « j'en peux plus, j'étouffe dans cette situation, il est en train de me tuer à petit feu, je suis enfermé dans cette situation, je ne m'en sortirai jamais, etc. » Tout ça, ce sont des mots qui traduisent, quand on fait de la PNL, je pratique la PNL, j'enseigne la PNL, quand on fait de la programmation neurolinguistique, on se rend compte que le linguistique, donc le langage, programme le système nerveux. Donc, et aussi donne du sens à ce que l'on vit. Le langage, c'est le signifiant de ce que l'on vit à l'intérieur de nous. Donc, si la personne se dit « je me sens étouffé par cette situation », ça veut dire qu'elle est
en mode survie. Elle n'est plus en mode vie sûre. D'accord? Et il peut y avoir aussi le niveau d'assurance, c'est-à-dire, maintenant que j'ai trouvé une forme de sécurité et que je sens que ma survie n'est plus en danger, maintenant j'aimerais être rassuré sur le fait que ça va durer. J'aimerais être sécurisé sur le fait que ma vie va continuer d'être bien, etc. Et là, je vais m'attacher aux circonstances extérieures qui font que je me sens sécurisé. Des fois, c'est une personne, des fois, c'est un boulot, des fois, c'est quelque chose qui fait que je me sens, ou c'est peut-être l'état hein, qui survient à mes besoins, et je sens que j'ai besoin de ça pour rester bien, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Puis après, une fois que ça c'est fait, une fois que je suis sûr, que je suis sécurisé, etc., je vais commencer à avoir envie de sentir que j'existe, qu'aux yeux des autres, que je suis là, que je suis présent, et que j'ai des relations humaines qui sont satisfaisantes pour moi. Mais après, ça ne va pas me suffire. Parce qu'une fois que je sens que j'ai ces relations humaines, comme je disais tout à l'heure, je vais monter dans l'idée d'avoir de l'estime, de sentir la valeur que j'ai. Et l'idée de la valeur, c'est que si je me réfère au monde extérieur pour sentir que j'ai de la valeur, alors à un moment donné, je risque d'être déçu si ce monde extérieur ne vient pas me faire un effet miroir positif par rapport à ma valeur. Et pareil pour la réalisation de soi, ce besoin de réalisation, cette notion de réalisation qui est une satisfaction supérieure, ne va pas arriver parce que effectivement je suis dépendant du monde extérieur. Donc l'idée c'est de remettre le mot auto devant chaque chose. C'est-à-dire je suis capable d'être en auto-survie. C'est-à-dire de compter sur moi pour ma survie physique, mon intégrité, etc., etc. Donc en responsabilité, trouver les réponses habiles pour survivre. Mais aussi trouver les réponses habiles pour être en auto-sécurité, en auto-réassurance à l'intérieur de moi. Et aussi trouver les réponses habiles pour être en auto-reconnaissance, en auto-estime de moi-même, par rapport à mon propre référentiel. Donc par rapport à mes propres motivations intrinsèques, par rapport à ce qui compte pour moi, à ce qui a de la valeur pour moi. Donc tout ça, ça se travaille, ça se définit, ça va se cultiver, ça va se révéler à l'intérieur de soi. Et puis, ensuite, je vais pouvoir sentir que je suis en auto-actualisation de mon potentiel, en réalisation de ce que je suis au-delà de ma personnalité, au-delà des aspects limités de ma personnalité qui a été construite par mon ego. Et ensuite, une fois que j'atteins ce niveau d'auto-réalisation, d'auto-actualisation, je me sens réalisé, je me sens accompli, je me sens épanoui, je me sens bien. Mon système nerveux peut s'ouvrir à autre chose, peut se relier au monde d'une autre façon. Et c'est généralement là que les gens vivent des expériences de transcendance, des expériences d'éveil, de connexion au monde extérieur, et qui se sentent pris de l'envie, d'une mission de contribuer au fait d'aider le monde extérieur également à s'épanouir, à se réaliser dans une forme d'autonomie. Donc on va arriver à l'autonomie. Cette autonomie, c'est de l'interdépendance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je peux compter sur moi, où je n'ai pas besoin de l'avis des autres, du point de vue des autres, du regard des autres pour sentir que je suis quelqu'un de correct, quelqu'un de bien, que mon ego peut s'apaiser, peut se détendre, peut s'effacer un petit peu pour me laisser être qui je suis, sans cesse me juger, me dire ce que j'ai à faire, etc., par des injonctions, il faut, tu dois, t'es nul, avec des jugements, avec des critiques, etc., de l'auto-sabotage, de l'autocritique. Non, c'est juste, l'ego, il est là, il a sa fonction de « je suis un être individualisé » et à travers moi s'exprime un potentiel, s'actualise un potentiel et qui va servir aussi le monde et contribuer au monde dans une idée de transcendance. Et ça, c'est Maslow, dans les années 1969, je crois, l'année 69, qui a déterminé qu'au niveau supérieur, au-dessus de la réalisation de soi, de l'auto-actualisation, il y avait le niveau de transcendance de soi, c'est-à-dire je ne suis plus préoccupé par qui je suis et ce que j'ai à faire dans ce monde, parce que c'est déjà fait, c'est déjà acté, c'est déjà réalisé, je me sens bien, j'ai tout ce qu'il me faut, alors je peux m'occuper des autres. Et je peux me lancer dans des projets et en toute autonomie, me mettre en interdépendance avec des personnes, en synergie avec d'autres, pour pouvoir construire des entreprises, des projets politiques, économiques, peu importe, qui peuvent avoir du sens pour le monde. Donc, l'idée c'est
quelle voie suivre, quelle est la voie qui est la vôtre. Il y a des personnes qui vont se dire, moi, ma voie, c'est d'aller au fin fond de la montagne, me mettre dans une grotte et de méditer tous les jours. Ça, c'est une voie. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Il y a des personnes qui ont fait ça, qui ont été dans des lieux pour méditer, pour se couper du monde, pour se couper de cette réalité matricielle, on pourrait dire, du système, etc., pour pouvoir s'en défaire, pour pouvoir voir au-delà de ça, se couper des attachements matériels, des attachements financiers, etc., et qui se sont rendus compte que d'être tout le temps connecté à autre chose, à d'autres réalités, n'était pas forcément la voie d'accomplissement et de réalisation qui était la meilleure pour eux. Et ils en sont revenus à se dire, finalement, là où il y a le monde, là où le monde me challenge, là où le monde me propose, là où je sens que j'ai vraiment un défi à relever, eh ben c'est en interaction avec les gens, en interaction avec la réalité. Qu'est-ce que je fais dans ce monde économique? Qu'est-ce que je fais dans ce monde social? Qu'est-ce que je fais dans ce monde, dans cette famille qui n'est pas parfaite? Le monde n'est pas parfait. Parfois, il peut même être toxique, il peut même être difficile, il peut même nous faire du mal. Et du coup, qu'est-ce que moi j'ai envie d'y faire dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai envie de créer comme réalité? Et donc l'idée, c'est que vous êtes créateur de votre réalité. Hein, comme il dit dans la Bible, Dieu est le créateur et il créa le monde et il créa l'homme à son image. Donc vous êtes des créateurs. Vous avez ce pouvoir. Mais ce pouvoir peut se réaliser, peut se révéler à partir du moment où vous allez satisfaire et auto-satisfaire les différents niveaux de besoins que vous avez. Sinon, votre ego, votre personnalité, votre système nerveux, hein, avec le nerf vagal qui est divisé en deux parties et qui va soit au contraire vous apporter de la détente, de la sérénité, de la paix, soit au contraire vous mettre sur des systèmes de fuite, de lutte ou d'inhibition, et donc des réactions qui sont très primaires, on pourrait dire, face au monde. Ben, l'idée, c'est que vous puissiez donc sentir que vous êtes en train de choisir qui vous avez envie de devenir, vers quoi vous tendez, le sens que vous avez envie de donner à votre vie. Peut-être vous allez devenir quelqu'un d'inspirant, peut-être vous avez envie d'être un leader, peut-être vous avez envie de défendre des causes. Et quand je dis défendre, c'est même pas le bon mot, c'est de soutenir des causes. Comme disait Mère Teresa, demandez-moi de lutter contre la guerre et je vous dirai non, demandez-moi d'œuvrer pour la paix et je vous dirai oui. Et donc l'idée, c'est peut-être d'atteindre ce niveau de réalisation. Donc ça passe par des étapes. Et ça demande de la transformation interne. Et pour ça, bah, l'idée, si vous voulez devenir un créateur de votre réalité, c'est qu'il est important de vous défaire de la personnalité qui a été construite dans le passé. Et souvent à laquelle vous avez envie d'être loyal, parce que c'est l'histoire que vous vous racontez sur vous-même, dans votre esprit, dans votre cerveau. C'est pour ça que moi, j'utilise et j'aime utiliser des méthodes de transformation ou de changement, comme la PNL, comme l'hypnose, beaucoup utiliser l'imagination. L'imagination est créatrice, elle prédomine sur la création matérielle. J'ai pu le voir quand j'étais designer. Toute chose qui existe dans ce monde a d'abord été créée, a d'abord été imaginée, avant de devenir réalité. Et donc, au niveau du système nerveux, au niveau de vos fonctions hormonales, etc., c'est votre imagination qui va créer une forme de réalité. Sinon, c'est la réalité qui va faire fonctionner votre imagination, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à vous sécuriser avec un environnement personnel, amical, amoureux, professionnel, alors votre système nerveux va être en réaction, soit fuite, soit attaque, soit inhibition, je fais rien, je laisse faire les choses, soit je suis victime, etc. Soit au contraire, je suis dans le fight, je suis dans l'agression, je suis dans le fait de faire des choses et de vouloir contrôler mon environnement. Bref, toutes ces réactions-là vont faire que vous allez avoir un rapport à l'environnement qui ne va pas être un rapport de sagesse, d'accueil, d'ouverture, de bienveillance. Vous allez cultiver en vous une inquiétude, une anxiété, peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, peut-être un sentiment d'impuissance. Vous allez être en survie, en suradaptation par rapport aux choses. Et vous allez creuser dans les sillons de votre esprit, de votre cerveau,
Vous allez creuser cette réalité dans laquelle vous allez vous enterrer petit à petit. Vous allez créer une soupe neurochimique dans votre corps qui va devenir votre réalité physique, votre réalité énergétique. Et plus vous allez nourrir ce type de pensée, ce type d'état d'être, plus votre corps va devenir comme ça et plus votre corps va réclamer de nouveau que vous pensiez, que vous ayez cet état d'esprit qui continue de le nourrir sur ce plan. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre corps et vos cellules se nourrissent de vos émotions, littéralement, par les neuropeptides que votre cerveau, que votre système libère. Et donc, elles se nourrissent et elles se forment avec le temps, de façon à pouvoir, le plus rapidement possible, se nourrir de cette soupe neurochimique que vous lui servez. Et plus vous servez cette soupe neurochimique, plus elle va en redemander, même si ce n'est pas bon pour votre santé mentale, émotionnelle, relationnelle, physique à terme. Parce qu'à l'intérieur de votre corps, les cellules ne font pas la différence entre ce qui est bon et pas bon. Si vous donnez tous les jours des bonbons à un enfant, il va en manger, il va en manger, il va en manger. Et c'est très tard qu'il va s'apercevoir que ça lui a posé des tas de problèmes et qu'il y a une cause à effet entre les problèmes de dents, les problèmes de santé, les problèmes d'énergie, etc. et le sucre que vous lui avez donné. Donc, c'est pareil pour votre corps. Vos cellules, elles vont vous réclamer un état d'esprit, une façon de penser, une façon d'être au monde. Elle va vous demander de répéter des schémas. Votre système va vous demander de répéter des schémas. Ça va s'installer en automatique à l'intérieur de vous, de façon très inconsciente. Et vous allez être téléguidé par des modes de fonctionnement qui ne vont pas du tout dans le sens de ce que vous aimeriez réaliser, qui ne va pas dans le sens de vos rêves ou de vos aspirations. Je reviens sur le mot rêve, parce que le mot rêve, il est intéressant. Dans rêve, il y a peut-être que c'est quelque chose qu'on ne sera pas à même de réaliser un jour. C'est peut-être un peu trop idéaliste. Mais dans le rêve, souvent, il y a tout ce qui peut permettre de satisfaire vos différents niveaux de besoins. Donc l'idée, c'est d'avoir plus qu'un rêve, une vision de ce que l'on veut réaliser, une vision qui peut être créatrice de ce qu'on veut réaliser. Donc quand vous poursuivez une voie, l'idée, c'est d'avoir une vision bien inspirée, porteuse de sens par rapport à ce que vous voulez réaliser. Et pour que ce soit porteur de sens, il faut que ça satisfasse vos besoins profonds et vos valeurs profondes. Ça va vous permettre ensuite de vous orienter. Donc voie, V pour vision, O pour orienter. Vous orientez en cohérence avec cette vision et le sens que vous voulez donner à votre existence. Et donc vous allez mettre en place des objectifs, toujours avec la lettre O. Et derrière, vous allez devoir devenir cette personne que vous désirez tant être au fond. Souvent les gens disent « j'aimerais devenir qui je suis dans ma nature profonde ». Non, vous avez le potentiel d'être un chêne. Mais le chêne devient un chêne. Et il n'est jamais exactement pareil. Il change, il y a des branches qui tombent, il y a des feuilles qui partent, il y a des nouvelles branches qui poussent. Il n'est jamais exactement pareil, il n'est jamais figé. L'être que vous êtes ne sera jamais figé. Ça, c'est l'ego qui aimerait figer quelque chose, qui aimerait que ce soit permanent. En réalité, tout change tout le temps. C'est une impermanence totale. Et donc l'idée, c'est de devenir qui vous êtes censé être, qui vous aspirez profondément à être. Ça vous donne une raison d'être. Et puis ensuite, ça vous donne l'envie de vous missionner pour faire des choses en fonction de cette ambition. Parce que si vous ambitionnez d'être quelqu'un et que vous n'arrivez pas à l'être, à le devenir, alors à partir de ce moment-là, vous allez ressentir des frustrations. Et vous allez vous en vouloir. Et vous allez culpabiliser soit l'environnement, soit vous-même, en disant que c'est certainement de votre faute, que vous êtes nul, ou que c'est de la faute de l'État, ou la faute du système, ou la faute de la société d'aujourd'hui, etc., etc. Donc l'idée, c'est de devenir cette personne que vous avez envie de devenir. Donc c'est le I dans la voie de identité. À quoi j'ai envie de m'identifier? Est-ce que je m'identifie à moi, à mon ego, à celui que j'ai été, qui a vécu des souffrances, qui était dans des limitations, qui n'y arrivait pas, qui manquait de possibilités, qui ne méritait pas? Est-ce que je reste dans ce système de croyance de ma personnalité? Est-ce que je me raconte toujours l'histoire de ce personnage? Ou est-ce qu'au contraire, à un moment donné, j'envisage l'être que j'ai envie de devenir, je l'imagine, je le ressens profondément, jusqu'à ce qu'il se réalise. Jusqu'à ce qu'il se réalise. En fonction
aussi de cette dimension autre et supérieure, c'est-à-dire une vision qui soit inspirée, bien inspirée par l'âme et conscience, en accord avec l'âme et conscience, et non pas une vision de l'ego qui se dit « Ah ouais, il faudrait que je sois cette personne pour être aimé, pour avoir du succès, pour avoir de la reconnaissance, pour satisfaire tous ses besoins. » Non. C'est très subtil, parce qu'effectivement, on peut avoir à l'intérieur de nous ce mental et cet ego qui s'empare de ces différentes théories, de ces différentes choses que je vous dis, pour dire « Ah oui, oui, ok, très bien, on va faire. » Mais il y a toujours ce besoin. Quand vous n'avez plus besoin de satisfaire certains besoins, justement, parce que vous sentez que c'est déjà fait, ben vous sentez que vous êtes sur quelque chose, si ça se fait, c'est bien, si ça se fait pas, c'est pas grave. Vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez être dans l'intention qu'il se passe des choses et dans l'acceptation si ça ne se passe pas. Et ce qui se passe généralement, qui est assez magique, c'est que parce que vous avez cette intention qu'il puisse se passer des choses, mais que vous lâchez prise et que vous n'êtes pas dans le désir à tout prix de les obtenir et dans le contrôle, eh ben, il y a des choses qui se manifestent et qui sont parfois celles que vous avez imaginées ou parfois même mieux et qui vous arrivent par des synchronicités, par des événements de vie et qui vous permettent progressivement de devenir donc cette personne. Et donc vous allez évoluer, hein, le E de voix, vous allez évoluer progressivement sur votre chemin pas à pas, découvrir des expériences, être mis au défi, challenger. C'est pas un chemin très agréable, hein, la voie de réalisation. Vous pouvez choisir de dire « Ouh là là, tout ce qu'il me dit là, j'en veux pas. Moi, c'est bon, j'ai mon petit chez moi, j'ai mon petit job, j'ai mon salaire qui tombe, j'ai ma retraite qui est prévue, j'ai mon Netflix, j'ai la personne que j'aime et on se tient bien et on va pas se lâcher. Et du coup, ma vie, c'est ça. » Et vous pouvez, quand je dis ça, en plus, c'est comment on pourrait dire? C'est vrai qu'il y a une part de moi qui se dit c'est dommage peut-être de rester limité, mais ça peut être votre but, ça peut être votre voie de réalisation. Et donc c'est très bien si c'est comme ça. Mais si vous sentez que c'est une zone de confort qui finalement est étriquée, que vous vous êtes enfermé, que votre ego, pour vous préserver, pour vous protéger, a fini par devenir votre geôlier et vous enfermer dans un système qui finalement n'est pas satisfaisant, profondément satisfaisant pour vous, bah au bout d'un moment, vous allez avoir l'impression de passer à côté de votre vie. Et vous allez vous dire, mince, j'ai le sentiment que j'aurais dû faire autre chose. Et vous allez risquer d'avoir des regrets. C'est pénible les regrets. C'est douloureux le regret. Quand on se dit, il est trop tard, j'aurais dû faire ça avant, j'aurais dû faire ce choix-là, j'aurais dû construire cette chose-là. Passer sa vie avec des regrets, c'est vraiment compliqué. Donc, l'idée, c'est de travailler effectivement sur tout ce qui, dans notre passé, nous a peut-être challengé, nous a blessé, nous a mis en déséquilibre pour pouvoir aller chercher là-dedans les valeurs, ce qui était important pour soi, ce que ça nous a appris, se servir de tout ça comme étant un tremplin pour aller de l'avant et donner un sens à qui vous voulez être. Donc pour ça, l'idée, c'est de trouver la bonne voie, d'avoir la bonne vision, de prendre la bonne orientation, d'avoir la bonne identification à qui vous désirez être, et ensuite d'avoir la bonne évolution qui va vous donner de l'énergie pour avancer, pour faire les pas et pour traverser les difficultés qui risquent de se présenter à vous. Et au fur et à mesure que vous allez faire ces pas, et quand vous allez vous confronter à certaines réalités, vous allez sentir que vous êtes en train de vous renforcer, que vous êtes en train de grandir, que vous êtes en train de devenir quelqu'un qui peut compter sur lui-même, qui peut aider les autres, sur qui les autres peuvent compter. Vous allez sortir d'une posture de victimisation. Vous allez vous rendre compte que vous avez une valeur. Mais cette valeur, qui n'est pas qu'une valeur en fonction de ce que vous faites, hein, l'idée, c'est pas de rester que dans cette idée que la valeur est en lien avec ce que vous faites, avec la stature sociale que vous avez obtenue, avec l'argent que vous avez sur votre compte, avec le nombre de followers qui likent vos choses sur Insta, qui sont dans votre groupe, etc. Parce que la valeur, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et donc, ce que je vous propose, à travers cette conférence, c'est de conscientiser toutes ces choses dont je viens de vous parler. Vous pourrez la réécouter, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à revoir, à ressentir de nouveau. Et de vous demander, tiens, quelle est la voie que j'aimerais suivre? Alors quand je dis professionnel, ça peut être une voie d'activité, d'action pour me réaliser. Pour ça, vous avez besoin de connaître qui vous êtes,
de prendre conscience des schémas et des mécanismes, des aspects de vous qui vous limitent, qui vous empêchent de réaliser ce qui est important pour vous, et de transformer à l'intérieur de vous des choses avec des leviers qui peuvent être des leviers psychologiques de différents types d'approches. Coaching, thérapie, des choses qui sont plus autour de l'énergétique, autour de la psychologie, autour du travail sur le corps. Il y a plein de choses, il y a plein de moyens de travailler sur ces choses-là. Moi, j'ai choisi mes méthodes, j'ai choisi mes techniques, et après, chacun, en fonction de sa sensibilité, en fonction de ce qu'il aime faire, choisit. Moi, ce que j'ai voulu, c'est trouver des moyens qui soient assez rapides et qui puissent être durables. Et tout ça, ça demande aussi un certain temps. Quand je dis c'est rapide, c'est initier un changement rapidement, mais ensuite le consolider dans le temps par l'expérience. Parce qu'il n'y a pas rarement de la magie. Ça peut arriver, mais c'est rare que les choses changent comme par magie et qu'elles soient durables. Pourquoi? Parce que vous avez des mémoires, vous avez un système nerveux qui se réfère à qui vous avez été dans le passé, vous vous racontez une histoire à l'égard de ce que vous avez vécu dans votre passé et vous vous définissez au présent et au futur en fonction de ce que vous avez été. Et c'est la difficulté, c'est d'arriver à changer ce schéma, à pouvoir vous réinventer, à pouvoir vous redéfinir en fonction de cette réalité, de cette nature, de ce potentiel supérieur que vous êtes sans vous en rendre compte, sans en être conscient. Et vous avez une puissance là, une énergie qui cherche à se transmettre. Moi, j'ai vu ça un jour dans une vision. J'ai vu que j'étais là pour montrer, je sortais comme ça de la lumière de ma poitrine et pour montrer au monde, mais vous êtes créateur de cette vie dans laquelle vous êtes, de cette réalité dans laquelle vous êtes. Si vous voulez créer votre réalité, il y a tout un système, un process initiatique qui peut se faire, mais ça peut aussi se faire à travers la vie professionnelle, à travers le gros mot du business aussi, pour certaines personnes, à condition que ce soit relié, en cohérence, aligné avec un système de valeurs et que ce soit juste pour le monde, que ça serve aussi le monde. J'ai le droit de servir le monde et aussi de gagner ma vie en servant le monde. Quand je dis gagner ma vie, c'est pas le bon mot, mais en tout cas d'avoir un juste retour d'abondance financière ou autre à travers ce que je suis en train de donner pour le monde. Donc ça peut-être pour certains, ça ne va pas faire partie de votre système de croyance et c'est OK comme ça. Je ne suis pas là pour vous imposer une vision des choses. Moi, mon métier, c'est plutôt de vous aider à observer la vision des choses, du monde dans lequel vous êtes, ses limites, ces systèmes de croyances, ces émotions, ces choses qui à l'intérieur de vous vous empêchent de pouvoir vous révéler ce potentiel de changement et vous réaliser pleinement. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, je vous aurai aidé, puis à travers certainement toutes les vidéos de mes confrères et consoeurs qui sont passionnantes, j'espère que je vous aurai conduit sur ce chemin de la réalisation et peut-être que ça pourra se faire aussi par cette voie du développement professionnel, que ce soit salarié, que ce soit entrepreneurial, parce que je trouve que c'est une voie d'initiation qui est vraiment concrète, pragmatique et qui met vraiment à l'épreuve. Et moi, j'ai trouvé ma réalisation à travers cet axe. Donc peut-être que certains d'entre vous trouveront aussi leur voie de réalisation à travers cet axe. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère vous revoir ou peut-être avoir des échanges avec vous à d'autres occasions. Merci à vous pour votre écoute, pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.